Merci. Alors, vous allez me dire au début, ostéopontine, HMO, quel est le rapport? Mais on va voir qu'il y a une cohérence entre ces deux molécules avec des sites effecteurs terminaux qui sont tout à fait complémentaires. Et peut-être que la liaison entre les deux ne sera pas une liaison dangereuse, mais une liaison au contraire tout à fait bénéfique. Alors, c'est la troisième composante du lait de mer, les HMO. On le voit très bien derrière les lipides et le lactose. On voit hein, que les protéines sont en quantité bien moindre que les sucres dans le lait de mer. Il y a énormément de structures décrites type HMO, donc qui sont ces oligosaccharides du lait de mer, en anglais, donc Human Milk Oligosaccharide, avec des taux qui sont très très variables. Vous allez me dire, mais de 5 à 15 grammes, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment on peut aller du simple au triple alors qu'on est dans une constitution qui est quand même une constitution et une composition importante. Alors, effectivement, il y a deux types. Il y a les formes d'HMO acides et celles qui sont neutres, mais on va voir que la polarité est autre que cette polarité électrique. Et comme pour l'ostéopontine tout à l'heure, on voit très bien que les HMO sont bien plus nombreux et fréquents dans le lait de mer que dans les mammifères en général et la vache en particulier. Alors, ce qui est absolument extraordinaire dans ces oligosaccharides, c'est leur type de sécrétion, puisque, comme on le voit sur ce graphe, pour arriver à sécréter des HMO, et on va se polariser sur un HMO essentiel qui est le 2'FL, qui est donc un HMO neutre, eh bien, cet HMO fucosylé, comme on le voit, est le fruit d'une mutation qui est une mutation FUT2 positive, contrairement au FUT3 qui concentre le 3FL. Lui, il a besoin d'avoir un Lewis qui est, comme vous savez, l'antigène sur le culot globulaire positif. Là, pour le 2'FL, quel que soit le Lewis, il y a des formes qui sont des formes sécrétrices, et donc tout est rapport de ce gène hein, qui est donc ce FUT. Et on sait hein, que le lait humain nous rend plus intelligents, donc on voit très bien l'expression « il est fut-fut ». Ben voilà, ceci est tout à fait évident, bien évidemment. Donc on a quand même 75 à 85% des femmes qui sont sécrétrices de ce type de HMO qui est tout à fait intéressant. Donc on a des variations avec des femmes qui sont plus sécrétrices d'un type de HMO que d'autres. On a des femmes qui sont plus sécrétrices en fonction des pays, comme on le voit avec la France qui est bien placée en termes de sécrétion en 2'FL. Et au cours du temps, on voit très bien aussi que ces 2'FL apparaissent de manière très précoce en postpartum, ce qui va avoir une implication importante sur ces supplémentations et la rapidité de donner ces alimentations enrichies en 2'FL par rapport à d'autres substances. Toujours est-il que ces facteurs qui influencent la composition du microbiote, c'est le mode de naissance tôt dans la vie, puis ensuite l'alimentation, et puis ce lait maternel, qui est très riche donc en 2'FL, eh bien, il a un rôle important puisque ces 2'FL se jouent un peu comme c'est des sucres non digestibles, eh bien, ils jouent un peu le rôle de prébiotiques et donc ils favorisent non pas l'émergence de toutes les bactéries type probiotiques, mais une en particulier qui sont les bifidobactéries. Et on le voit très bien dans ce graphe avec
ces enfants qui, en allaitement maternel, ont un taux qui est très très stable de bifidobactéries, alors que dans les formules infantiles, ça va un petit peu dans tous les sens. Mieux que cela, on sait donc que ces HMO, on a l'impression, se livrent à une sorte de Uber Eats qui va livrer que un type d'aliment à un type de quartier qui est le quartier des bifidobactéries. Donc on est dans une livraison un peu spécifique. Alors il y a plusieurs bifidobactéries, hein. Il y a l'infantis, le brevet, le longum, etc. Mais on est véritablement dans quelque chose qui commence à devenir de plus en plus spécifique. Et lors de cette dernière publication dans Gut Microbes, eh bien, on le voit très bien, plus on donne de HMO, plus les bifidobactéries augmentent, puisqu'elles sont nourries, et plus elles persistent dans le temps. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on a trouvé non pas uniquement un prébiotique standard, mais un prébiotique qui, avec les bifidobactéries infantis en particulier, ont un rôle à la fois de symbiotique, prébiotique et probiotique, mais quelque chose qui est encore plus synergique que ce qu'on attendrait qu'il soit. Autrement dit, cette étude commence à nous montrer qu'on est devant une sorte de nourriture spécifique pour une bactérie spécifique. Donc on voit très bien ici qu'on a parlé de l'établissement du microbiote, on a vu très bien qu'il y avait des HMO qui étaient enroulés l'un dans l'autre, et donc où est l'innovation dans l'immunité par rapport à cela? Eh bien, l'innovation, il faut savoir ouvrir les yeux, hein, parce que, et j'aime bien cette petite bande dessinée pour montrer que parfois l'innovation est devant nos yeux, mais on se refuse à essayer de l'utiliser pour alléger notre quotidien et en tout cas améliorer pour nous, médecins, la santé de nos enfants. Effectivement, on le voit ici par rapport à ce schéma un petit peu générique, et on reprend ce que M. Le Cerf a fait sur l'ostéopontine, c'est-à-dire qu'on a un rôle des HMO en général et du 2'-FL en particulier sur l'inhibition compétitive avec certains virus, certaines bactéries. On a, comme on l'a dit, le côté de nourrissage de ces bifidobactéries. On a ici, là, l'inhibition de cette rupture de la barrière intestinale avec des tests de perméabilité intestinale qui sont améliorés lorsqu'on donne des HMO. Alors ici, on n'a pas la protéine spécifique qui a été mise en évidence, mais on sait très très bien que ce leaky gut est moins important chez l'enfant qui est nourri avec les HMO. Et puis, au niveau humain pur, on sait qu'il y a une modification, grâce au HMO et au 2'-FL, une modification de la présentation des antigènes. Vous savez que la cellule dendritique présente l'antigène et avec une polarisation positive de la réponse TH1, TH2 via les lymphocytes T helper en particulier. Qu'en est-il en termes de données cliniques? Eh bien, la première a eu lieu en 2007 avec l'adjonction et de 2'-FL et de LNNT, et il avait été retrouvé moins de bronchiolite et d'infections respiratoires chez les nourrissons qui étaient alimentés versus une formule contrôle avec cette adjonction de 2 HMO, mais il faut savoir que ceci avait été retrouvé, mais ce n'était en termes statistiques qu'un objectif secondaire, l'objectif primaire ayant été est-ce que ce lait enrichi fait bien grandir et grossir les nourrissons. Donc non seulement il les fait bien grandir et grossir, mais en plus il les protège contre certaines infections respiratoires de manière statistiquement significative. Le reste est très très pointu. On voit que là aussi, dans une formule test avec 2 HMO, on voit très bien qu'il y a une abondance
dans ces bifidobactéries dont nous avons parlé et qui rapprochent ces enfants qui sont nourris avec du lait infantile qui est enrichi avec 2 HMO au test aux bébés qui sont allaités versus un groupe contrôle qui est alimenté avec du lait artificiel non enrichi. On voit ici que si on donne un lait maternel qui est riche en 2'FL, eh bien, on a moins de diarrhée que si on leur donne un lait maternel moins riche en 2'FL. Une autre donnée qui est une donnée à la fois clinique, mais sur un point très très précis, c'est la production de cytokines inflammatoires qui est moins élevée par rapport aux enfants qui sont nourris à des formules infantiles standards, mais vous voyez qu'à chaque fois, on a les mêmes spectres que chez les enfants qui sont allaités. Rappelons que l'allaitement maternel reste le gold standard et reste l'alimentation que nous devons conseiller à tous nos bébés et à toutes les mamans que nous avons à conseiller. Et puis, cette étude 2022, multicentrique chez le nourrisson, un groupe allaitement exclusif, un groupe formule contrôle et un groupe avec la formule test enrichie, on le voit que le microbiome, c'est-à-dire le microbiote qui est analysé, se rapproche véritablement de celui du nourrisson allaité. Autrement dit, quand on a dit au départ qu'on n'a pas de bon microbiote, si ce n'est avoir comme gold standard le microbiote d'un bébé qui est allaité au sein, eh bien, avec ces formules test enrichies en 2'FL, cet objectif est atteint avec des données cliniques qui, en termes d'examens complémentaires et en particulier d'un taux d'eczéma et d'IgE, comme le disait M. Le Serre tout à l'heure, eh bien, on est dans une situation où on a l'impression qu'il y a une amélioration de ces résultats cliniques avec les laits enrichis en 2'FL. Ce ne sont que des données cliniques effectivement partielles, mais encourageantes. La dernière publication génériques sur les HMO, alors que nous nous sommes ciblés que sur le côté immunité, montre qu'il n'y a pas que ce côté immunité qui est intéressant, il y a aussi cette possibilité qu'ont les bifidobactéries, donc potentialisées par les HMO, d'avoir, grâce à leur cross-feeding, eh bien, une incidence moindre sur les entérocolites, une amélioration du développement cognitif, autrement dit, plein de perspectives qui, entre guillemets, méritent de poursuivre les études pour que les démonstrations soient spectaculaires. Donc les take-home messages, ce sont des composés bioactifs du lait de mer qui ont un rôle qui nous paraît intéressant. Le 2'FL, c'est le HMO le plus important quantitativement, et on a l'impression que les laits infantiles riches en 2'FL ont des avantages qui ont été objectivés comme nous l'avons montré, et au même titre que la protéine présentée antérieurement, eh bien l'EFSA et la FDA ont utilisé l'utilisation de certains HMO, dont le 2'FL, dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Je vous remercie de votre attention.